où tout Paris se transformait. Après Haussmann, on agrandit le boulevard de l'Enfer, qui est aujourd'hui le boulevard Raspail. On perce la rue Velpeau, on perce la rue Chaumel. Et un hospice qui était sur le lieu actuel du Bon Marché, qui s'appelait l'Hospice des Petits Ménages, déménage à Issy-les-Moulineaux. Donc il a eu l'occasion d'acheter à l'assistance publique des terrains énormes. Et d'année en année, il va acheter tout le pâté de maison qui est le Bon Marché actuel, sauf le 5 de la rue de Babylone qu'il achètera beaucoup plus tard. Pour aménager une telle superficie, Boucicaut rêve d'un nouveau type de construction qui ferait appel à ce qu'il y a de plus moderne en termes d'architecture. L'utilisation du fer va en être la clé. Il engage un jeune constructeur qui en a fait sa spécialité, Gustave Eiffel. Nous sommes 30 ans avant la réalisation de la fameuse tour qui fera de lui l'ingénieur le plus célèbre au monde. Mais Eiffel a déjà fait sensation à l'exposition universelle de 1867 à Paris, en créant la Galerie des Machines. Un pavillon doté d'une structure révolutionnaire entièrement composée de fer. En visitant l'exposition, Boucicaut est conquis. Ensemble, Gustave Eiffel et l'architecte Louis-Charles Boileau vont donner vie au rêve de Boucicaut et inventer l'architecture du plus grand magasin au monde. Beau travail, monsieur Boileau. En structure métallique. Tout en structure métallique. Avec le métal, la hauteur n'a plus de limite. En coiffant de verre ces armatures de fer, les bâtiments peuvent littéralement s'envoler vers la lumière. Combien d'étages? 5 étages. On peut faire plus haut? Toujours plus haut. Le chantier débute en 1869. À la fin des travaux, la superficie du magasin est passée de 300 à 50 000 mètres carrés. Lorsque le Bon Marché rouvre ses portes, il est devenu une gigantesque cathédrale. C'était comme une nef de gare, entourée par les rampes des 2 étages, coupée d'escaliers suspendus, traversée de ponts volants. Les escaliers de fer, à double révolution, développaient des courbes hardies, multipliaient les paliers. Et tout ce fer mettait là, sous la lumière blanche des vitrages, une architecture légère. La réalisation moderne d'un palais du rêve, d'une Babel entassant des étages, élargissant des salles, ouvrant des échappées sur d'autres étages et d'autres salles, à l'infini. Regardez-moi ça. Nous sommes au paradis. C'est à se donner, hein? Mais quelle foule! Il y a de quoi perdre la tête. Excusez-moi, vous n'avez rien. Tout dans le magasin d'Aristide Boucicaut est inédit, y compris les règles du commerce qui nous semblent si normales aujourd'hui. On peut entrer librement et sans obligation d'achat. Les rayons sont variés avec une profusion de marchandises dont la qualité est garantie, laissant à la clientèle la possibilité de flâner et déambuler au gré de ses envies. À 42 ans, Boucicaut a passé de longues années à observer les clients. Il a compris qu'il faut leur rendre l'achat agréable. Il a d'ailleurs donné à son personnel les règles suivantes. Le client ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons de lui. Le client n'est pas un gêneur, il n'interrompt pas notre travail. Il est notre but. Nous ne lui faisons pas une faveur en le servant, c'est lui qui nous en fait une en nous donnant l'occasion d'agir ainsi. Le client roi, ou plutôt la cliente reine, est né. Oh, n'est-ce pas adorable? Cette robe est superbe, une pure merveille. Oh, c'est le prix qui est une pure merveille. Il me la faut. Le grand magasin a la particularité d'indiquer le prix sur les marchandises. Et c'est une nouveauté.
Avant le grand magasin, si on allait dans une boutique pour acheter quelque chose, on n'en connaissait pas le prix avant que le commerçant ne dise « Oh madame, c'est au-dessus de vos moyens » ou « Voici quelque chose que vous pourriez vous offrir ». Il n'y avait jamais d'étiquette et la femme ne pouvait donc pas juger par elle-même. Puis-je regarder cet objet et le désirer? Pourrais-je me l'offrir? Le grand magasin lui donne cette possibilité. Mais il ne suffit pas de bien parler aux clientes et d'afficher les prix. Il faut les séduire en déployant une telle profusion de couleurs et de textures qu'elles ne pourront se retenir d'acheter. Bonjour, monsieur Boucicaut. Bonjour, Alphonse. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais pourquoi vous voulez ménager l'œil? Au contraire, il faut l'aveugler, Alphonse. Il faut l'aveugler. Regardez, il faut mettre du rouge, voilà. Il faut mettre du jaune. Boucicaut comprenait l'importance de l'étalage mieux que quiconque à son époque. Il savait utiliser les couleurs, les matières, jouer sur la profusion de marchandises pour créer une atmosphère qui susciterait le désir d'acheter. Et vous verrez, après, elles ne pourront pas résister. Hein? Au travail, Alphonse, au travail. Boucicaut a créé dans son magasin une expérience complètement nouvelle. Madame Dornan, Madame Riancourt et toutes les autres clientes peuvent non seulement regarder, mais aussi toucher. Le concept d'essayer avant d'acheter est né. Boucicaut sait qu'en tenant l'objet dans leurs mains, ses clientes n'auront qu'une envie, le posséder. Et posséder, les femmes le sont. Tout Paris accourt. Il concilie toutes les idées de la vente au détail apparues dans les années 1830-1840. Mais Boucicaut trouve la formule pour les conjuguer de façon nouvelle et spectaculaire. Les ventes s'envolent. En quelques années, le chiffre d'affaires du bon marché passe de 7 millions à 21 millions de francs. Un succès fulgurant qui ne tarde pas à faire des émules. Un ancien employé de Boucicaut, Jules Jaluzeau, ouvre un peu plus tard sa propre enseigne au printemps. Et contrairement au Bon Marché, qui se situe un peu trop à l'écart du centre névralgique des grands boulevards, ce nouveau grand magasin s'installe à quelques pas de la gare la plus importante de l'époque, Saint-Lazare. Les trains transportent les marchandises, ils amènent les touristes pour les grandes expositions, les travailleurs, ils ramènent en province les clients des magasins. Le trait fondamental de cette nouvelle société est le changement et le mouvement. Qu'il s'agisse de l'espace, des masses, des individus, des biens, des idées, la circulation est le maître mot. Le monde change et s'accélère sous le regard attentif d'un observateur de l'époque qui comprend que circulation et vitesse sont les fondements de la modernité. Zola est arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, en 1858. Je n'entre pas dans les détails de son enfance, mais il arrive à un moment où Paris, sous ses yeux, se transforme de manière tout à fait spectaculaire avec les grands travaux d'Haussmann. C'est un garçon extraordinairement curieux de ce qui se passe autour de lui. 10 ans plus tard, l'écrivain commence son ambitieuse fresque des Rougon-Macquart qui, en 20 romans, brosse le portrait saisissant de cette société en pleine mutation. Dès 1868-69, il y a l'idée d'un roman sur ce qu'il appelle le grand commerce moderne, et en particulier sur le haut commerce de nouveautés. Donc l'idée remonte loin, 13 ans par conséquent avant la publication d'Au bonheur des dames. Je veux, dans Au bonheur des dames, faire le poème de l'activité moderne. En un mot, aller avec le siècle, exprimer le siècle qui est un siècle d'action et de conquête, d'efforts dans tous les sens. Il lui faut un sujet.